Bonjour à tous et bienvenue pour ce live Facebook de Printemps numérique Intersection X qui est là pour faire intervenir les acteurs de notre communauté. Horacio Arruda nous disait dernièrement que la pause actuelle ne sert pas à tout arrêter mais à transformer la manière dont on travaille, ce qui amène automatiquement et directement à notre thématique de la semaine qui est « Doit-on revoir notre modèle d'affaires ?» Pour discuter de cette thématique cette semaine, je suis avec Jonathan Rouxel de Prologue AI. Bonjour Jonathan. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, super vidéo by the way, il est vraiment très je savais, j'aime bien le dynamisme et tout, c'est très très cool. Est-ce que tu pourrais présenter un peu Prologue AI, qui est connu notamment pour avoir créé La Voix de Montréal, mais nous donner peut-être un peu plus de détails pour ceux qui ne connaissent pas qui vous êtes? Sure, Prologue AI, on est un studio conversationnel immersif, on est composé d'artisans qui ont été primés au Clio et à X-Prize, puis on crée des expériences vocales pour les destinations, mais principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des outils d'accueil pour engager autant les résidents que les touristes pour promouvoir, en fait, les destinations. Donc, notre dernier projet, c'était La Voix de Montréal. Donc, on est en ce moment en train de concevoir cet outil d'accueil-là pour la Ville de Montréal. OK. Et comment, justement, en ayant cette création d'outils d'accueil, vous avez réussi à vous transformer, à vous revirer de bord, à créer quelque chose de nouveau avec la crise qui nous touche actuellement? De façon la plus naturelle qui soit, c'est-à-dire que on vit cette crise-là au day-to-day un peu de façon complètement inattendue. Hein? Il n'y a personne qui s'attendait à ça. Moi, je me rappelle, écoute, on était en mission commerciale à Paris. J'étais avec une gang du MT Lab. MT Lab, by the way, que je remercie au passage pour leur engagement. Martin Lessard, Pierre Belrose, toute la gang du MT Lab, hyper dynamique. On était avec eux donc en mission commerciale à Paris. Juste avant que ça éclate, on parlait encore à ce moment-là d'un rhume, puis que tout le monde s'énervait donc bien pour un rhume. Puis on était en train de faire le hacking de la mairie, un gros événement, 5000 personnes. Puis le président de Paris & Co, qui représente à peu près 10 000 startups, dit « on a réussi à passer parce que bientôt, ils vont fermer en fait les grands rassemblements. » Et à ce moment-là, donc, on commence à changer un peu notre thinking, on commence à se mettre un peu à douter, en fait, de l'ampleur de cette crise-là. Et c'est au moment où j'arrive à Charles de Gaulle, à mon retour vers Montréal, que je réalise qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Charles de Gaulle est vide. Et en revenant à Montréal, des collègues qui viennent me voir, ils commencent à me faire sentir mal de revenir au bureau. Là, je commence à douter de moi-même sur, l'ampleur de la crise, je m'informe. Et le jeudi même où on était de retour au bureau, là, on a la notice comme quoi tous ceux qui reviennent de l'étranger, on reste à la maison. Heureusement, on a bien contracté, on est sound and safe. Toute la famille va bien. Bon, parfait. Du coup, ça a été quoi l'impact véritablement au sein de l'entreprise? Toi, tu voyais ça de loin, là, tu reviens, tu te rends compte que c'est pas vraiment la même dynamique que quand tu étais en France, etc. Ça a changé quoi pour vous? Comment vous l'avez ressenti en tant qu'organisation, cette transformation-là? Ça a été une claque en pleine face. Je vais vous le dire, comme ça vient, ça a été, écoutez, nous, là, on roulait à 200 km/h sur l'autoroute, ça allait vite. L'organisation, je me rappelle la semaine juste avant qu'ils demandent aux gens de rentrer à la maison, on était avec Tourisme Montréal, avec Emmanuel Legault de VP Marketing de Tourisme Montréal, avec Pierre Belrose, qui est le conseiller senior de Tourisme Montréal. On était à essayer de voir comment est-ce qu'on allait accélérer, en fait, notre solution d'accueil pour justement aider au fait que les citoyens puissent embarquer dans la solution, les résidents de Montréal, etc., etc. On cherchait à ce moment-là des solutions pour accélérer la solution. Puis, donc là, tout le monde chez soi, silence radio, là, on commence à voir les messages un peu paniquants arriver. Et nous,
en voyant tout ça, ben, la première chose qu'on a fait, c'est que ben, on s'est assis puis on s'est dit, OK, comment est-ce que, avec ce qu'on a déjà bâti, avec la vision qu'on a de notre produit, avec les mois et les mois de travail sur la voie, le mapping, intégrer l'écosystème technologique de Tourisme Montréal. Comment réutiliser tout ça maintenant? Comment on utilise tout ça, mais maintenant. Pas de voix, pas de gros lancement, puis c'est avec les moyens du bord pour aider les entreprises comme nous à faire face à la crise. Donc, du coup, comment vous y êtes pris pour donner peut-être des conseils ou des cues aux entreprises qui ne sont pas encore vraiment peut-être à l'aise ou qui se disent on a envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas vraiment comment s'y prendre pour transformer un peu notre manière de penser. Vous avez fait ça comment? Est-ce que ça a été une cellule de crise? Vous avez fait beaucoup d'idéations très rush, etc. Vous êtes passé en prototypage de manière très accélérée. Comment vous y êtes pris? Alors, d'abord, leçon numéro 1, on a ouvert une bonne bouteille de vin. on a bu un verre. On n'a pas pris 20, mais on en a pris un, puis on a décanté. La première chose, c'est qu'on a décanté un peu tout ça. On a laissé un peu le temps couler parce que on voulait voir l'ampleur de la crise. La deuxième affaire, c'est qu'on s'est dit, bon, on s'est échangé via Slack, via des FaceTime, puis des Google Hangouts, etc. On a échangé sur qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les moyens du bord, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait déjà conçu. Et puis, assez rapidement, on a eu plusieurs partenaires extérieurs qui sont venus à notre rencontre pour essayer de trouver des solutions. C'est parti de l'interne. On avait une volonté de se créer un projet pour aider les entreprises comme nous à faire face à la crise. Puis la première chose, en fait, qu'on s'est rendu compte, c'est que les commerces fermaient. Tout le monde devait rentrer chez soi. Les commerces fermaient. C'était de plus en plus difficile de savoir qu'est-ce qui était ouvert. Donc, la première chose qu'on s'est dit, c'est bon, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une carte collaborative pour aider les commerces à faire valoir, en fait, leur offre. Puis l'offre en temps de crise. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est le premier geste qu'on a pris. On a fait ça vraiment, écoutez, en quelques heures, là, on a commencé à travailler là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous montrer justement peut-être à quoi ressemble cette carte interactive pour que ce soit peut-être plus visuel et plus précis pour ceux qui nous écoutent? Certainement. Alors, en fait, vous pouvez tous aller la voir. C'est un layer qu'on a créé sur Google Maps. C'est bit.ly/achetons local. Et puis, donc, il y a 2 layers en ce moment parce qu'au début, on a commencé avec les entreprises avec services spéciaux pendant le confinement. Donc, changement d'horaire, livraison, plat pour emporter, transfert en ligne, etc. Et donc, ça, c'est un layer de l'application que vous pouvez décocher ou cocher. Et puis, récemment, quand on a vu l'initiative du gouvernement avec Panier Bleu, on a intégré aussi plus de 1000 entreprises de Panier Bleu à la carte. Donc, en ce moment, quand on zoom out, on peut voir que toutes les entreprises de la première vague d'inscription sont sur la carte. Alors après, en haut, il y a une petite loupe ici. Donc, si par exemple, vous tapez livraison, à ce moment-là, vous voyez qu'il y a plus de 900 résultats qui sont intégrés dans la map. Ça va de Caravane Café à Boutique Mini-Traiteur à Fort-Breton, etc. Et vous avez aussi tous ceux qui ne sont pas inscrits sur la map. Donc, là, ça, c'est tous les autres résultats Google. Donc, nous, évidemment, en haut de la carte, ce qu'on voulait, c'est d'avoir les résultats de ceux qui se sont inscrits à la carte. Hein, combien vous avez d'inscrits en ce moment sur cette carte? Écoutez, ça augmente d'heure en heure, là, mais on est rendu à peu près à 2200, 2300 entreprises qui se sont inscrites à la carte. Puis, c'est assez pratique. Comme là, mettons, c'est Pâques. Fait que, mettons, on fait une recherche sur chocolat. Il y a déjà 37 résultats. Donc, il y en a qui vont... va falloir aller les chercher. Il y en a d'autres qui vont les livrer, etc., etc. Donc, on est, je crois, assez réactif pour aider les entreprises d'ici à rester en vie puis à continuer de commercialiser leurs produits ou leurs services.
Alors écoute, c'est très bien que tu me dises que vous êtes assez réactif parce que ça faisait justement, c'était ma prochaine question, dans le sens où lundi, on a vu l'annonce du Québec de panier bleu. Donc là, tout de suite, moi, j'ai pensé à toi. Je suis OK, mais qu'est-ce que ça va venir donner par rapport à cette carte interactive, etc. Donc là, comme tu l'as présenté, il y a un nouveau layer qui s'est installé où, au lieu d'être juste sur Montréal, vous êtes maintenant passé sur l'ensemble de l'offre qui est disponible sur panier bleu. Est-ce qu'il y a des itérations encore à venir qui s'en viennent, que vous avez déjà en tête, qui sont en train de mijoter quelque part? Ben oui, définitivement, on n'arrête pas là. En fait, l'idée d'intégrer ça à la map, c'est quand M. Dumas a dit, qui est le président de Panier Bleu, il a dit au cours des prochaines semaines, avec l'aide de la géolocalisation, les plateformes devraient permettre aux consommateurs de voir principalement les commerces québécois à proximité de leur résidence, etc. Moi, plusieurs semaines, là, ça marche pas dans ma tête. Moi, je suis une start-up, je suis en mode urgence, je suis en mode survie. Fait que comment j'aide les autres à même les problématiques auxquelles je fais face. Fait que, à l'heure actuelle, donc, ils peuvent utiliser la carte, ils peuvent l'utiliser sur mobile, ils peuvent géolocaliser, bref, ils peuvent le faire. Puis nous, on cherche juste à mettre notre pierre à l'édifice d'une initiative, quelle qu'elle soit, pour aider les commerces. C'est sûr que on cherche aussi des partenaires pour nous aider à grandir tout ça. Là, en ce moment, on concocte la suite de notre initiative. Nous, on est pas mal en mode réaction-action. Donc, la deuxième affaire qu'on a réalisée, c'est que, entre autres, c'était ce week-end, j'étais allé faire mes courses. Donc, il y a des endroits où tu vas acheter ta nourriture. Puis, c'est super clean, 2 mètres de distance, le petit savon sur les mains avant de rentrer. Tu vois les vitres devant les employés. C'est quand il y a des entreprises qui ont pris les mesures nécessaires, autant pour leurs employés que pour le public. Et puis, il y en a d'autres, c'est exactement l'inverse. Je suis rentré quelque part parce que j'avais besoin d'un produit spécifique. Je n'aimerais pas l'établissement, mais il n'y avait absolument rien. Et il y avait du monde qui était là, il y avait beaucoup de monde, puis dans un quartier chaud qui a été pinpointé par Madame la mairesse en disant « OK, ce quartier-là, il faut faire attention ». Puis il y avait absolument rien pour en termes de mesures sanitaires. Et ça, ça nous a fait réfléchir, dans le fond, à une solution, puis il y a un partenaire qui nous a approchés là-dessus. Donc, on est en train de développer un microsite, en fait, dans lequel on va intégrer notre map. Et puis, on va aussi faire en sorte que les gens vont pouvoir donner un rating sur la qualité d'engagement de l'établissement par rapport aux mesures sanitaires. Donc, tu vas pouvoir rater avec des arcs-en-ciel, en fait. Nous autres, on a pris l'arc-en-ciel puis on l'a inversé. C'est un petit bonhomme sourire. Puis, tu donnes un arc-en-ciel pour quelqu'un qui a du travail à faire, une entreprise qui a du travail à faire, ou 5 arcs-en-ciel pour une entreprise qui vraiment a pris les mesures nécessaires. Donc, il y a ça comme feature. Puis, il y a un autre feature qui s'en vient aussi qu'on aime beaucoup, c'est que l'autre jour, je suis allé chez Jean Coutu. Ils font super bien ça. Bravo, Jean Coutu. Mais j'étais pogné 20 minutes dehors à attendre. Donc, bon, on est résilient, on attend, c'est correct. Sauf que moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi le line-up. Donc, dans ce qu'on développe, il y a aussi cette capacité de pouvoir dire, bon, le temps d'attente, c'est 20 minutes, le temps d'attente, c'est 10 minutes, le temps d'attente, c'est 1 heure au Costco, mettons. Je sais qu'on parle d'acheter local. Il y a un côté service pour le client, mais il y a aussi cette volonté de conscientisation autant des commerces que des clients potentiels qui vont y aller. Quand est-ce que c'est le moins dangereux justement de se présenter? Quand est-ce que ça va être le plus rapide pour moi? Et peut-être que les commerces justement qui ne sont pas encore tant conscientisés, voyant ce ranking-là, va se poser des questions et va commencer à agir. Il y a cette volonté qui est derrière aussi? Ben oui, c'est une volonté d'engagement. Il va y avoir aussi un autre feature qui est un engagement sur les notifications de réouverture. Donc, toutes les entreprises qui s'inscrivent à notre solution vont pouvoir envoyer des notifications en disant on est réouvert à ceux qui ont liké leur entreprise. Donc, il y a tout ce service-là aussi qu'on va créer, mais
En gros, on pense que l'après-COVID, tout l'aspect sanitaire va être extrêmement important. On est en discussion avec plusieurs organismes. Ce matin, on était avec Tourisme Montréal, avec l'Alliance touristique du Québec. On écoutait les plans de relance, c'est quoi les outils qu'ils vont créer pour la suite. Eh bien, nous, pendant en fait, on a déjà créé un engin conversationnel de notre côté pour la Voix de Montréal qui nous permet de pouvoir rapidement poser des questions aux gens puis que les gens puissent nous répondre de façon assez naturelle par la voix. Donc, on veut intégrer toutes ces solutions dans une solution, je dirais, résiliente d'accueil qui permette, premièrement, aux résidents de pouvoir aider les entreprises d'ici à reprendre un peu du poids de la bête. Fait qu'on a bien hâte que M. Legault donne le go. Ça, c'est un bon jeu de mots. Pour le coup, tu m'amènes encore une fois à ma prochaine question. On dirait qu'on a été préparé pendant des semaines. Comment tu vois l'avenir de l'industrie? Et en fait, je vais te poser plutôt la question des industries, parce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour développer les outils que vous proposez, mais également, donc, quel avenir vois-tu pour l'intelligence artificielle? J'ai l'impression qu'en ce moment, à part pour parler de tracking, des retours de voyageurs ou des personnes qui portent le virus, j'ai pas vraiment l'impression qu'on parle de l'IA. Et aussi, comment tu vois, vu que tu étais avec Tourisme Montréal et l'agence touristique ce matin, l'avenir aussi d'un point de vue destination d'accueil, qui est pas mal ta partie aussi. Donc, comment tu vois le post-Covid par rapport à tout ça? Alors, c'est une super question. Alors, première réponse par rapport à l'avenir de l'IA, je pense qu'il n'a jamais été aussi clair que l'intelligence artificielle va jouer un rôle hyper important par rapport aux communications, principalement. Alors, imagine la situation, je reviens de Paris, on me dit de rester à la maison, puis là, j'essaie d'appeler à la ligne pour savoir, bon, qu'est-ce que je dois faire, tu sais, parce que je suis un cas typique, j'ai 2 jeunes enfants, 2 jeunes filles en bas âge à la maison, puis là, j'appelle un numéro 1-800 ou le 811, etc. Fait que j'ai passé 3 fois 3 heures au téléphone à me faire accrocher au nez au bout de 3 heures parce que finalement, ma voix n'a pas pu se faire entendre par quelqu'un, service d'appel. On a donc un service d'appel téléphonique d'un bord. On a l'intelligence artificielle conversationnelle de l'autre côté. On imagine une solution qui permet de pouvoir poser rapidement 8 ou 10 questions, les mêmes questions qui sont posées par un humain. Ces questions-là, je peux les répondre par un robot conversationnel, qu'il soit textuel ou vocal. Mais je peux faire la même chose. J'aurais désengorgé les lignes. J'aurais eu une réponse plus rapide à ma question. J'aurais été en mesure de pouvoir faire en sorte que des gens puissent être plus concentrés à répondre à l'urgence. C'est la même chose pour la relance économique. Une plateforme qui permet au commerce de pouvoir communiquer leurs informations en temps réel à ceux qui les fréquentent, qui permet de pouvoir faire en sorte que, at scale, à grande échelle, un ensemble de citoyens puissent avoir une conversation qui aide une multitude de commerces à prendre les mesures nécessaires pour réagir à une situation de crise comme celle que nous vivons. Ce sont 2 cas de figure qui, à mon avis, font un avenir multicolore à l'intelligence artificielle conversationnelle. Et donc, par rapport au tourisme, comment tu vois ça? On va dire le tourisme à large, mais peut-être plus d'un point de vue destination, qui est pas mal, toi, ta spécialité, puis une des thématiques qui, moi, m'intéresse beaucoup aussi. Comment on va réussir à aller optimiser, améliorer, faire vivre une expérience client, une expérience visiteur qui soit hors du commun après le COVID-19? Comment toi, tu vois ça? Alors, je veux pas voler des mots qui m'ont été dits ce matin à Emmanuel Legault, Tourisme Montréal, ou ni même à Sébastien Viault. Mais clairement, on s'attend pas à une reprise cet été. Hein? On parle possiblement d'une reprise à l'automne, peut-être en 2021. Il n'y a personne qui peut vraiment donner une date.
Ce qu'on sait, c'est que, puis moi, ce que je peux dire, moi, Jonathan Roussel, comme être humain, papa de 2 enfants, etc., je ne voyagerai plus de la même façon que je voyageais avant le COVID. Je vais être très sélectif. Je vais vouloir être en communication, avoir des nouvelles qui soient très justes sur les destinations. Je vais vouloir m'assurer que la destination a pris les mesures nécessaires. Je vais vouloir savoir que tel endroit est safe pour ma santé, celle de ma famille. Je vais probablement voyager, continuer de voyager, c'est sûr, je l'espère, je nous le souhaite à tous parce que passer notre vie confinée dans une maison, ça peut être long, mais au moment où je vais voyager, je vais vouloir probablement étirer mon voyage sur place, pas trop bouger, pas trop fréquenter d'endroits grands avec énormément de public, jusqu'à ce que le vaccin soit créé. Donc hyper local va être quelque chose de très important. Puis évidemment, ben, en attendant que le vaccin se crée, ben, on va rester chez nous, hein, on va consommer localement, on va appuyer nos startups d'ici, on va voyager au Québec et puis on va souhaiter qu'on va pouvoir avoir la bonne information pour pouvoir faire des voyages intra-Québec, comme on les appelle, ou se déplacer dans les régions, nos belles régions du Québec. Donc, un accès très fort sur l'aspect sécuritaire et sanitaire et qualité d'information. Moi, j'aime toujours terminer mes entrevues par un point positif. J'aimerais te poser la question, si aujourd'hui tu avais un message d'espoir à partager pour l'industrie ou même at large, lequel serait-il? Ben, j'aimerais ça te montrer un visuel que j'ai mis sur l'autre page. Donc, sur la page, attends un peu, je l'ai mis ici. C'est une illustration de Catherine Damour qui a été faite. C'est une petite maison avec un sourire, puis que là, on est en train de transformer en un petit building. Puis dans le fond, l'idée, c'est de rester tissé serré. Ce que je nous souhaite, c'est qu'à travers cette crise-là, on puisse rester tissé serré, puis aider les commerces d'ici à se remettre sur pied, nous-mêmes se remettre sur pied, changer nos habitudes. Là, excuse-moi, je suis sorti de ma carte. Là. Changer nos habitudes et puis peut-être réfléchir à comment on impacte notre monde. Ce virus-là, il est apparu parce que probablement, comme être humain, on est allé trop loin. On a trop brassé de choses dans notre univers. On n'a pas assez respecté notre planète. Donc, je nous invite à réfléchir à comment on peut mieux voyager en symbiose avec notre planète et puis comment est-ce qu'on peut aussi prendre partie de cette crise-là pour s'engager, que ce soit comme nous en créant des maps pour aider au commerce local ou que ce soit comme Joshua Bengio en créant des apps pour aider à la distanciation sociale ou peu importe. Comment est-ce qu'on peut plus s'engager? Moins de Netflix puis plus d'engagement, c'est ça que je nous souhaite. C'est un très beau message. Je te remercie beaucoup, Jonathan, pour ce témoignage, ces conseils, pour nous avoir présenté justement tes différentes initiatives. Si j'essayais de résumer un petit peu notre conversation, ça serait vraiment s'engager et aider la communauté, que ce soit la communauté entrepreneuriale, si on est un entrepreneur, ou que ce soit notre communauté plus at large, parce qu'on est là pour ça en tant qu'humain, pour s'entraider. Le côté réaction, action, c'est-à-dire que on voit quelque chose, tout de suite on essaye d'agir, on est proactif, on met des choses en place, mais aussi toujours avoir le côté où on garde la tête froide, c'est-à-dire on prend un verre de vin, on relaxe, on assimile un peu ces nouvelles informations, puis maintenant on décide de faire quelque chose.
Merci beaucoup, Jonathan. Pour ma part, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mardi et jeudi. Le premier invité de la semaine prochaine sera Patrick Gagné, PDG de Osmo et cofondateur de Bonjour Startup Montréal, pour la thématique qui sera le rôle des incubateurs et des organismes de soutien pendant cette crise. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas encore une fois à nous poser vos questions, à nous écrire, à nous suivre, à nous partager. Profitez du soleil qui est dans votre tête et dans votre cœur parce qu'on ne l'a pas dans le ciel aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci encore, Jonathan. Bye bye. Merci.